Êtes-vous du genre à changer d'idée? Êtes-vous ouvert à ce que votre opinion évolue ou carrément se transforme, faire un 180 degrés alors que vous étiez assez convaincu soit de votre position, de vos arguments? Quel genre de personne êtes-vous par rapport à votre opinion? Parce que autant je suis une fille qui est opiniâtre, autant j'ai toujours eu l'ouverture, dans le sens où il n'y a rien que j'admire plus que quelqu'un qui est capable de me faire changer d'idée. Puis aujourd'hui, je vous raconte ce qui s'est passé dans les derniers jours parce que j'ai radicalement changé d'idée sur un band que j'ai côtoyé un peu sans le savoir au début de ma carrière, mais qui a eu une carrière fulgurante. Et j'ai nommé Simple Plan. Alors, bienvenue à J'ai une idée, tout le monde. Mon nom est Jeannie Duquette. Je suis stratège de notoriété, consultante stratégique pour ceux et celles qui veulent faire de la communication qui a de l'impact sur les réseaux sociaux. Donc, on se demande souvent quoi faire avec les réseaux sociaux. C'est-tu un hobby? C'est-tu un mal nécessaire? Non, c'est une opportunité. Une opportunité de faire exploser les opportunités ou aussi d'attirer à vous les objectifs que vous voulez atteindre. Je me passionne donc pour cette façon de communiquer avec le public et avec quel que soit le domaine d'affaires, pour rendre la vie plus facile. Parce que c'est toujours plus facile dans la vie quand les choses viennent vers toi que quand tu es obligé de courir après les opportunités. Puis avec une communication ciblée, c'est possible de créer ça. Alors, voilà, c'était ma présentation aujourd'hui pour J'ai une idée. Je voudrais remercier les nouveaux qui sont là. Mon Dieu, encore cette semaine, une autre centaine de downloads de plus que la semaine d'avant. Fait que on continue, ça continue à faire son chemin, j'imagine, de bouche à oreille. Alors, puis aussi, ça a peut-être été aidé aussi par le fait que j'ai découvert que je pouvais uploader automatiquement mon podcast sur YouTube plutôt que créer une vidéo. Fait que là, ça a uploadé beaucoup d'épisodes en mode podcast sur YouTube. Donc, peut-être que ça a contribué là, à l'augmentation de ceux et celles qui ont découvert le podcast. Alors, bienvenue, merci d'être ici. N'oubliez pas que vous pouvez me poser des questions, vous pouvez me faire des demandes spéciales. Là, j'en ai une en backup, là, la fabuleuse histoire de Reese Witherspoon, puis son empire d'entertainment qu'elle a vendu pour, je pense, dans le milliard, là. Il y a pas longtemps de ça. Elle est toujours active, mais elle a vendu ses actifs-là. Et je vais vous raconter ça. Donc, une actrice qui a construit son empire d'entertainment en suivant ses passions, parce qu'elle était passionnée par les belles histoires puis par les livres. Alors, comment un book club est devenu un empire de millions? Ça s'en vient à la demande de Valérie Brochu. Ça s'en vient. Fait que si vous en avez, n'hésitez pas. Bon, maintenant, mon mea culpa. J'ai une drôle d'histoire avec Simple Plan. Puis là, soyez prêts, je vais vous dire des potins. Alors, parce que ça me touche de près. À l'époque, je présente de Décoder spectacle puis Décoder disques. Puis je suis aussi vice-présidente des autres compagnies du groupe là, de Donald. Donc, que ce soit Aquarius, Taka, tout ça. Puis là, il y a un band signé sur Aquarius qu'on trouve tout bien bon, qui s'appelle Rubberman. Le chanteur de Rubberman, c'est qui? C'est Jonas, pour ceux et celles qui le connaissent. Alors, donc, ils ont signé ce band-là, Rubberman. Et pour la petite histoire, moi, pendant mes études, je suis avocate de formation. J'ai fait un long cégep et mon droit. Donc, j'ai été 8 ans à peu près, là, cégep, université, mis ensemble, plus barreau. Puis pendant toute cette période-là, moi, j'ai travaillé dans les bars. Mais pas n'importe quel bar. Je travaillais dans un bar rock où il y avait des bandes. Fait que des bandes, j'en ai vu 1, puis 2, puis 3, puis 4.
Puis surtout au début, là, je travaillais 5 soirs semaine, puis il y avait des bandes, là, 5 soirs semaine, 3 sets par soir. Fait que, puis, tu sais, je vous ai parlé un peu de mon oreille musicale, là, donc je les entendais. Tu sais, il y en avait des bons, il y en avait des moins bons, puis tout ça. Et donc, quand j'avais vu Rubberman pour la première fois, ben je vous le dis, j'ai capoté. Moi, j'avais jamais vu un frontman comme ça dans mes 8 ans de bar, y compris les vedettes qui venaient, là, tu sais, il y en a eu, là, des bandes connues qui ont fait le tour du monde après, qui sont venus, mais un frontman comme Jonas, quand il était à son meilleur, là, j'avais jamais vu ça. Alors, tout le monde est chez Aquarius, donc Donald, tout ça, est bien enthousiaste. Ils viennent de finir l'album, bon, ça, c'est une autre histoire. Je m'étends pas là-dessus, parce que l'album était pas bon. Mais bon, on s'étend pas là-dessus. On parle du show. Alors, Donald organise un showcase. Ce que Donald a dans la vie, c'est des contacts. Tout le monde le connaît en Amérique du Nord. Alors, quand il prend le téléphone puis il appelle des gros joueurs de l'industrie du disque à New York ou à Los Angeles, non seulement ils prennent son appel, mais souvent ils prennent l'avion. Puis ils vont venir voir le band que Donald leur dit, je crois en eux autres. Parce que c'est lui, à l'époque, qui avait appelé aux États-Unis puis il avait dit, une fille qui s'appelle Céline Dion, là, puis moi, je crois beaucoup en elle, là, puis vous devriez venir la voir. Puis c'est lui qui avait dérangé toute l'Amérique du Nord pour parler de Céline, puis il a produit ses premières tournées. Alors, tu sais, les gens lui font confiance. Donc, il appelle ses chums qui s'en viennent voir le showcase de Jonas qui est organisé un soir à Montréal. Et je me souviendrai tout le temps. Là, oui, c'était beau, il fallait que les journalistes viennent, mais il fallait aussi, fallait qu'il y ait des journalistes qui viennent aussi pour parler de ça. Vu qu'on faisait un showcase, tant qu'à avoir payé aussi cher pour louer une salle, faire un show, alors qu'on vend pas de billets, là. Vous comprenez, c'est tout à charge de la compagnie de disques. Parce que, là, tu sais, ça va coûter très cher. Mais d'habitude, tu vends des billets, là, pour amortir ces frais-là. Mais là, on vend pas de billets parce que il y a des gens de compagnie de disques qui s'en viennent. Alors là, c'est un exercice qui va coûter, je sais pas, moi, 30, 40 000 $, là, à peu près, au moins. Fait que là, je me dis, ben, il faut qu'on appelle des journalistes, puis qu'on fasse parler du band, parce que l'album s'en vient, quoi que j'en pense, l'album, mais... Alors, je me suis dit, j'étais assise en face de l'attaché presse, puis let's go, elle appelait, puis je donnais des arguments. Fait qu'on a rempli la place de journalistes aussi. Peut-être qu'il n'était pas la meilleure idée. Ben, en fait, non. Le gars, il est bon. C'est les tunes, il était moyenne. Alors, on met ça pour dire qu'il fait son showcase. Pendant ce temps-là, il y a un jeune stagiaire au bureau, puis moi, je l'aimais bien. Je trouvais que, c'est ça, il y avait un sens, pas juste de la musique, mais tu sais, du marketing, de comment faire pour faire connaître aux gens. Puis il y avait un sens du public aussi. Parce que je trouvais souvent que les gens, dans le côté disque, là, où j'étais, il y avait moins une sensibilité. Les producteurs, nous autres, on représente le public. On représente pas les artistes. Tu sais, dans le sens où on est censé être là pour dire, OK, le public va aimer ça, mais je vais y offrir ça. Le public devrait aimer ça, donc je vais y offrir ça. En tout cas, Pat, il avait un bon sens du public, je trouvais aussi. Fait que lui, il est jeune stagiaire, là, puis il apprend que toutes ces big wigs, là, de New York s'en viennent pour voir Jonas. Fait que lui, il appelle ses chums de Simple Plan. Puis il leur dit, hey, les boys, on sait qu'il y a des gros bons de Warner qui sont en ville. On organise un showcase, puis on fait le show. Et ce soir-là, donc, pour la petite histoire, ben, je vous raconte juste ma version à moi. Donc, ce soir-là, pour la petite histoire, Jonas, il n'y a pas eu d'offre de deal parce que les gars sont allés voir un showcase de Simple Plan après, puis ils ont signé Simple Plan. C'est ce qu'on apprend, nous autres. Puis, je trouve ça très wise de... Tu sais, il m'impressionne, là. Pat, qui est devenu là, animateur après, là. Puis Patrick Langlois. Puis vous pouvez le voir amplement dans le documentaire de Simple Plan que j'ai écouté sur Amazon Prime. Et my God, parce que là, je vous reviens à mon opinion, tu sais, dans ce temps-là, je me disais... Parce que quand les chansons... Moi, sur disque... Je trouvais pas, tu sais, c'est pas de la musique qui m'atteignait, moi, mais tu sais, moi, j'étais pas skater, là. Tu sais, c'était de la musique de skater, puis c'était un petit peu plus jeune que moi. Fait que, tu sais, je me disais,
j'étais pas sûre, tu sais. Je me disais, qui c'est qui ont tant que ça, tu sais, de plus que Jonas, tu sais, mettons. Parce que là, on le sait, après ça, j'ai signé Jonas, puis tout ça. Puis on n'a jamais été capable d'avoir un deal international pour Jonas. Ben oui, à un moment donné, on en a eu un, mais qui partait du Canada, pas qui partait des États-Unis. Parce que c'est un gros avantage quand tu pars des États-Unis, parce que eux autres, Simple Plan, ils ont été signés de New York parce qu'ils ont plus de chances de devenir une priorité mondiale, donc d'avoir du budget pour un projet mondial. C'est une question d'argent. Alors qu'au Canada, c'est beaucoup moins, là, comme investissement, puis comme départ pour un artiste. Ils ont encore plus de preuves à faire. Bref, fait que je suis sceptique toutes ces années-là, puis c'était comme les gars qui ont eu le deal que Jonas aurait dû avoir, tu sais. Mais là, avec le recul, quand j'ai écouté ce documentaire-là en fin de semaine, puis c'est ça, c'est là que les grandes excuses vont venir. Mais, tu sais, vous savez, pourtant, j'ai toujours été convaincue de ça. C'est le grand succès en musique, là, c'est 25 % le talent. 25, OK? L'autre 25 % c'est la personnalité. La drive, comme on dit, tu sais. Ensuite, il y a l'entourage. Hein? L'autre 25 % c'est l'entourage. T'es-tu bien entouré? 25 % personnalité. Et le dernier, la discipline. OK? Parce que devenir là, une star mondiale, là, c'est une discipline olympique. OK? C'est pas une vie facile. Tu passes d'un pays à l'autre, t'es toujours sur le décalage horaire, t'es pas avec ta famille, tu te déposes jamais. Tu vis des gros highs. Après ça, tu sais pas quoi faire avec ça. Ce qu'ils ont vu à la télé, c'est de faire le party, sauf que c'est pas très sain sur un humain, surtout pas si ça dure 20 ans. Alors, tu te maganes pas mal vite. Mais bref, c'est un sport de discipline internationale et ça prend une discipline internationale pour être capable d'avoir une carrière comme ça. Et donc, puis, ce qui est tellement intéressant chez Simple Plan, bon, c'est sûr, dans le documentaire, il nous raconte la genèse du band, comment il a été formé. Et c'est là qu'on voit que les composantes, quand tu es un band, parce que je l'ai toujours dit, t'es un band, c'est une raison d'être un band. Si c'est juste un frontman qui est trop gêné puis qui se met des amis autour de lui, ça n'a pas une bonne raison puis ça tiendra pas. Pourquoi? Parce que la minute qu'il y a de l'argent, le gars va dire, je fais tout ça, c'est moi qui écris les tunes, c'est moi qui chante, puis c'est moi qui fais toutes les entrevues parce que tout le monde veut me voir. Fait que pourquoi c'est faire que je partage l'argent avec les 3 gars qui sont en arrière de moi? Ça dure pas, ces bandes-là. Alors que, dans le cas de Simple Plan, et on le voit très bien, c'est que les quatre, que ce soit le talent, la personnalité, l'entourage, la discipline, quand t'es 4 dans le band, tu peux les splitter en 4. C'est pas obligé d'être toute la même personne qui a ça. Surtout pas de calibre mondial. Alors, c'est ça qu'on se rend compte assez vite quand on regarde le documentaire, parce que moi, je connaissais pas Chuck Como. Puis là, on le voit. Chuck Como, c'est le drummer. Dans l'industrie, il y a toujours eu... Tu sais, vous souvenez-vous, là, il y avait des jokes de Newfie dans le temps, là, au Canada, là. Ça n'a pas sa raison d'être. Moi, Terre-Neuve, c'est la place la plus extraordinaire que je suis allée, là, au Canada. J'adore Terre-Neuve. J'adore les gens de Terre-Neuve. Fait que je comprends pas qu'il y a eu des jokes là-dessus dans le temps. Mais tout ça pour dire que Chuck Como, qui est le drummer, en musique, il y a tout le temps des jokes de drummer. Tu sais, le drummer, c'est toujours c'est celui qui est mêlé, celui qui est ça, là. Alors que là, c'est tout sauf ça, Chuck Como. C'est le gars qui a la drive, c'est le gars qui a la vision, c'est le gars qui pousse, c'est le gars... Puis c'est le gars qui a comme une rage de réussir. Puis ça, là, cette drive-là, là, les artistes, ça leur prend ça. Puis à tel point que, tu sais, je réalise encore plus à quel point mon artiste, moi, il l'avait pas, ce drive-là. Tu sais, puis si c'est quelqu'un de ton équipe, mais qui est pas sur le stage, qui a ce drive-là, ça t'aidera pas à te lever le matin pour aller à tes entrevues puis faire les affaires que ça te tente pas, tu sais. Alors que quand t'es un band, tu te tiens ensemble, puis des fois, ils peuvent splitter la job, tu sais. Fait que, mais eux autres, ils l'avaient. Bref, Chuck Como, il l'a. À tel point que, puis il est stratège dès le début. Quand il envoie leur démo, là, il appelle les gens, il se fait passer pour le gérant de Simple Plan. Il dit pas, je suis un gars de Simple Plan. Il dit, moi, je suis le gérant à Montréal, je les trouve super bon, parce que c'est beaucoup plus facile de vendre quelqu'un d'autre que quand tu parles de toi-même, c'est moins crédible. Fait que,
Ça pour dire que lui, il a des bonnes stratégies au départ, il envoie des démos, il est organisé, il tient les affaires, tu sais, il roule sa bosse. Il faut savoir que dans l'histoire, ça, c'est super intéressant. Dans l'histoire, la première version de band qu'il y a eu avec Pierre Bouvier, donc qui est le frontman de Simple Plan, puis qui est très important là, dans les fondations, bien, il y avait un band qui s'appelait Reset, puis Bouvier, il avait mis dehors Chuck de Reset. Tu sais, fait qu'ils ont un historique, tu sais. Chuck, il se fait mettre dehors, alors que ça fait 10 ans que les gars pratiquent dans son sol. Mais finalement, alors qu'il y a une belle... Tu sais, qu'il y a une bonne composition de musiciens, puis tout ça, dans une nouvelle mouture de bande, il rappelle Pierre Bouvier parce qu'il dit... Le gars, il l'a, là. Puis ça, c'est dans les plus beaux moments. Leur relation entre les deux, là, oui, je peux comprendre que ça a été orageux. J'en ai géré des bandes, je le sais. Parce qu'il y a toujours beaucoup de chicanes entre... Vous entendez ce que je viens de dire, là? Il y a toujours beaucoup de chicanes entre le côté organisationnel du band, la gang qui est organisée, puis qui a de la discipline, puis tout ça. Puis l'autre côté créatif qui veut pas toujours rentrer dans le moule, tu sais. Fait qu'il y a souvent un choc entre ces deux énergies-là, mais les deux sont tout aussi importantes là, au succès d'un band. Fait qu'on comprend que les gars ont eu beaucoup de chicanes entre eux au fil du temps, mais ils ont quand même une relation où ils s'admirent mutuellement. Puis on comprend, tu sais, il dit à un moment donné, Pierre, il dit, vous comprenez que le backbone du band, là, c'est Chuck, là. J'espère que vous l'avez compris, là. Parce que la drive, là, donc l'aspect discipline, c'est clair que Chuck, là. Puis on a un Pierre Bouvier qui est capable d'écrire des chansons. Et c'est là l'autre côté génial du band que j'avais... Ben, je l'avais pas saisi parce que j'étais pas son public, tu sais. Mais c'est qu'ils ont tellement tenu leur public partie intégrante de leur histoire. C'est-à-dire ils se sont toujours très intéressés à qu'est-ce que leur public aimait et à quoi le public réagit. Tu sais, beaucoup d'écoute envers le public, ce qui est très moderne. Parce qu'avant, tu sais, les artistes, bon, ils sont très... je fais ce que j'aime, puis tout ça, puis si le public embarque, ben il embarque, puis s'il embarque pas, il embarque pas. Puis moi, ce que j'ai compris en regardant ça, c'est pas quelque chose qu'ils nous disent là, dans le documentaire, mais tu sais, c'est cette relation-là avec les fans qui se reconnaissaient dans leurs chansons, qui pleuraient en écoutant leurs chansons, qui disaient « cette chanson-là, c'est moi ». Ben ça, là, ils l'ont nourri, ils ont compris ça. Pierre était capable d'aller chercher dans ses sentiments puis d'écrire des paroles qui touchaient les jeunes, dans lesquelles ils se reconnaissaient. Puis souvent, il y a des jeunes qui vont dire, tu sais, c'est le soundtrack de mon adolescence, du Simple Plan. Puis ça, il n'y a rien de plus gagnant que ça. Quand tu es capable d'aller chercher, tu sais, quand le fan se sent vu, quand il se sent entendu, pris en considération. Ils ont toujours passé beaucoup de temps avec leurs fans. Ça fait 20 ans que ça dure. Donc, tout le travail, toute l'architecture derrière Simple Plan, puis tout le travail, à quel point il aurait pu abandonner. Bon, tu sais, je peux pas être juste... On s'entend, il y avait des moyens. OK, ils venaient de moyens, là, parce que c'est pas juste la compagnie de disques qui a investi, c'est sûr. À un moment donné, ils sont aux États-Unis, ils ont des appels pour faire des shows et tout ça. Pas sûr, c'est gérant. Tu sais, c'est sûr que ça aide quand on a de l'argent, là. Puis, tu sais, c'est devenu comme ça. Les compagnies de disques, ils ont signé des jeunes qui avaient bien du backing derrière. Taylor Swift en est un exemple. Tu sais, ça a été financé à l'externe, pas juste par les compagnies de disques, mais bien par son père. Il gère des fonds d'investissement. Fait que c'est venu avec de l'argent. Ariana Grande aussi, c'est venu avec de l'argent. Donc, tu sais, il y a des artistes qui sont capables d'endurer plus longtemps une période où ils font pas d'argent parce qu'ils ont de l'argent d'ailleurs. Tu sais, fait qu'on s'entend. Simple Plan plus garçon de bonne famille. Mais, tu sais, je le sais pas, mais on se dit... Ils ont eu, tu sais, accès à beaucoup d'investissements. Là. Je sais pas, je pense pas que la compagnie 10 a-tu payé pour de la tournée sans du tour support pendant 2 ans. Je suis pas sûre à un moment donné. Parce qu'ils parlent pas nécessairement d'argent dans le documentaire, mais le guitariste dit on vendait 20 000 albums par semaine, puis je faisais pas une scène encore. Puis ça a pris comme 2 ans. Alors, après, ça arrive souvent, tu sais, les artistes, au début, ils font pas d'argent parce que
faut que la compagnie elle récupère les coûts qu'elle a investis. Si l'album a coûté 500 000, bien, c'est 500 000 à récupérer ou selon la négociation qu'ils ont eue, ils vont récupérer tant avant de commencer à payer sa part à l'artiste. Parce que c'est la compagnie qui prend tout le risque. Mais là, l'aspect, je m'en vais faire des shows tout partout dans le monde. Comme je vous ai dit tantôt, au début, il faut que tu fasses des shows puis tu n'es pas nécessairement payé, tu ne vends pas nécessairement de billets. Fait que tu fais pas d'argent là, avec tes spectacles. Fait qu'il y a quelqu'un, il faut qu'il paye pour ça. Là. Tu sais, si ça coûte 10, 15, 20 000 par date, c'est qui paye? Fait que c'est beaucoup d'investissement. Si tu tournes pendant 2 ans avant que ça fasse de l'argent, c'est beaucoup d'investissement. C'est ça que les bandes, à un moment donné, quand la musique a commencé à battre de l'aile, là, que le streaming est arrivé à peu près en même temps où j'ai commencé, moi. Donc, tu sais, je commençais en 99, le streaming a commencé en 2000. Puis, tu sais, Napster, là, Napster, la chicane était all over Napster, là, dès 2000, dès le début. Fait que, comme ça a commencé assez vite, les bands étaient beaucoup moins signés par les compagnies parce que si tu voulais breaker un band, exemple, en Allemagne, il fallait que tu les fasses venir en Allemagne puis que tu leur fasses faire 10, 15 dates. Ça coûte cher quand ils sont 4-5 gars, là. Si c'est une chanteuse toute seule, ça coûte moins cher. Tu peux prendre des musiciens locaux ou à la limite, elle chante sur une bande sonore. Mais bref. Fait que tout ça pour dire que la drive est là. On a un Pierre Bouvier qui est... Ce que j'aime aussi, c'est qu'ils sont self-aware. Hein? En passant, là, le documentaire sur Simple Plan, c'est tout ce que le documentaire sur Nickelback aurait dû être. C'était tellement mauvais. En tout cas, tellement mauvais, on s'entend. Là, c'est pas une catastrophe mondiale, c'est pas bon. Mais c'est parce que c'était tout ce qu'on reproche à Nickelback puis que je trouvais qu'il était pas nécessairement justifié. Tu sais, qu'on reprochait à Nickelback d'être superficiel, d'être formulaïque, de pas... On leur reprochait ça alors qu'ils font des hits là, incroyables, puis le gars il est capable d'écrire des hits incontournables. Bien, à quelque part, ça prend du talent pour faire ça, parce que si tout le monde pouvait écrire des hits qui est joué partout dans le monde un nombre de millions de fois, tout le monde le ferait. Parce que c'est comme ça que tu gagnes ta vie. Fait que il y a quand même du talent, sauf que quand on arrive dans le documentaire, c'est vraiment ça. C'est juste de la surface. Ils sont pas allés dans les endroits qui auraient dû aller, justement, à cette critique-là, qu'est-ce que ça leur a fait vivre. Ils sont passés à côté plein d'affaires, c'est vraiment plate. Tandis que Simple Plan, c'est pas un deep dive, c'est pas... j'ai vu des entrevues avec le réalisateur, il dit que ça aurait pu être plus dark que ça, aller plus loin dans la relation conflictuelle entre les deux forces là, du band, donc la force créative qui est Pierre, puis qui est le chanteur. Puis comme je vous dis, le chanteur commence toujours à avoir une certaine... il va finir par avoir du ressentiment du fait que tout le monde est après lui. Au début, c'est les autres membres du band qui ont un ressentiment parce qu'ils disent, ben là, pourquoi il s'intéresse juste à lui? C'est pas lui qui a tout fait dans ce band-là. Puis après ça, mais c'est l'inverse, c'est que ça transfère, parce que là, le chanteur est hyper en demande, puis c'est toujours lui qui va faire les promos, les ci, les ça, parce que c'est ça, tout le monde et sa grand-mère veut le recevoir en entrevue, mais le drummer, ça les intéresse moins. Alors, fait que lui, il finit par dire, ben là, moi, je travaille 3 fois plus que les autres, fait que pourquoi il faut que je split? Fait que, je vous donne des exemples hypothétiques, mais... c'est hypothétique, là. J'ai aucune idée si ça s'est passé à l'intérieur, mais c'est des choses usuelles dans les bandes. Alors, c'est des questions, là, qui vont arriver, surtout quand c'est très, très, très lucratif, là. Plus il y a de l'argent, plus il y a des problèmes. Fait que ça pour dire que... Donc, les deux forces du band, Bouvier et Como, donc, ça aurait pu faire l'objet d'un petit peu plus... partie du documentaire, selon le réalisateur, mais ils sont restés plus optimistes, ce qui est bien parce que 20 ans de carrière, puis encore jouer des gros festivals après 20 ans, c'est quand même tout un accomplissement. Mais je trouve que quand même, ça a été abordé avec doigté, là, l'histoire de David Desrosiers. David Desrosiers, je pense que c'est ça son nom, c'est celui qui a été visé par des accusations de type MeToo, là, à un moment donné, donc, qui a quitté le band là, suite à ça. Je trouve que ça a été abordé avec... parce que c'est le point de vue du band, là. Ils sont pas là pour dénoncer rien, tout ça. Mais c'était sobre.
mais authentique. Tiens, je vais dire ça comme ça. C'est pas à eux de se positionner, là, de toute façon. Fait que ça, c'est abordé quand même. On le voit pratiquement pas là, dans le documentaire. Mais c'est un sujet sensible puis c'est très comprenable, là. Je sais pas si... Tu sais, ça... J'ai pas fouillé, là, à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec ces... parce que dans la vague MeToo, il y a des choses qui ont été dénoncées, mais c'est pas tout qui s'en est suivi de procédures formelles. Donc ça, je trouve que ça a été quand même bien abordé. La relation entre les deux, les hauts, les bas, je trouve que c'est quand même, somme toute, assez fourni pour être intéressant du début à la fin, pour valoir la peine d'être raconté aussi. Hein? Il y a une belle histoire. Moi, tout le côté fans, là, le côté relation avec eux autres qui ont écrit leur histoire, ils sont intéressés à eux. Et il y a dans ce documentaire-là quelque chose que j'avais jamais vu dans aucun autre documentaire. Ben, peut-être un peu. Écoute, ils ont essayé dans Nickelback, mais c'est pas réussi partout. C'est que les parents des gars sont aussi présents. On le voit que les familles ont beaucoup participé à ça. Tu sais, on n'est pas dans un... Parce qu'il y a beaucoup de bandes à l'époque, là, tu sais, les gars de Guns N' Roses qui venaient toutes de familles dysfonctionnelles, qui sont toutes plus ou moins homeless dans des rues de Hollywood. Tu sais, en tout cas, si les histoires qu'ils ont racontées à l'époque, c'est ça, là. Donc, tu sais, qui venaient de familles éclatées. Donc, on verra pas de parents dans ces histoires-là. Mais les parents, donc, des membres de Simple Plan sont très, très présents tout le long parce que le père de Chuck a joué un rôle super important. Justement, c'est lui qui gérait le courrier, qui gérait ce que les fans disaient, qui prenait le temps de dire aux gars, voyez-vous, vos fans pensent ça, ils aiment ça, ils aiment moins ça. Alors... Ils ont été très, très présents, ils les ont supportés beaucoup. Puis de voir aussi cette relation-là, c'est qu'est-ce qui arrive quand ton fils est une rockstar. C'est le fun d'avoir ce point de vue-là, puis de voir à quel point aussi c'est probablement une des composantes du succès. Bon, on voit Patrick Langlois aussi, là, qui était un 6e membre du band pendant longtemps, parce que justement, le fait qu'il a changé leur trajectoire en ayant l'audace de profiter d'une opportunité créée par Donald, puis il s'en est pas caché, là. Il l'a dit à Donald après, pas avant, hein? Après. Mais Donald, ça l'impressionne, ça. Il aime ça, les gens qui ont de l'entrepreneuriat puis de l'audace dans le nez. Fait que je pense, à mon souvenir, il n'a pas été fâché, je pense. Mais ils ont profité de l'opportunité. Alors, donc, Patrick a fait partie du band, là, informellement, pendant un bon bout de temps. Fait qu'il est là. Tu sais, cette espèce de... C'est ça, la reconnaissance de leur entourage. Avril Lavigne aussi qui est là. Puis ben de la vedette aussi. Ils sont fait des amis, des alliés au fil des temps. Fait que... Ça pour dire que c'était un très bon documentaire, que je comprends très bien maintenant pourquoi c'est eux autres qui ont été signés. Parce que les boys de Warner, ils devaient savoir que cette drive-là était très, très importante, puis ils ont dû l'avoir dans les gars. Puis ils ont dû, justement, pas l'avoir dans l'autre proposition qu'ils ont eue ce soir-là. Puis, tu sais, hein, quand tu sais pas ce que tu sais pas. Fait que j'étais pas en mesure de juger ou d'apprécier cette situation-là à la hauteur de ce qu'elle était du haut de mon peu d'expérience à cette époque-là. J'ai comme 1 an d'expérience sur le terrain. Donc, à part d'avoir vu des bands pendant 8 ans à mon bar, tout le côté savoir-être que ça prend d'avoir une carrière mondiale, disons que je n'étais pas encore assez agile pour pouvoir le saisir quand je vois quelqu'un. Mais maintenant, je vous dirais que ça paraît tout de suite. Ça paraît dans les entrepreneurs. C'est ces qualités-là là, que je vous ai nommées, donc le talent, la personnalité, l'entourage, la discipline. C'est vrai pour tout, là. C'est vrai pour l'entrepreneuriat, c'est vrai pour la politique, c'est vrai pour... Donc, ces qualités-là, maintenant, là, quand je vois qu'il y a quelqu'un, tu sais, qui peut être hautement talentueux, mais qui a pas... Il manque 2 composantes, là. C'est ça, on le voit vite. Fait qu'on investit moins, puis on perd moins d'argent. Parce que des fois, c'est coûteux de pas être capable de percevoir des choses. Bref, fait que j'ai changé d'idée, mais un coup de pas à Simple Plan. Puis bravo pour une carrière phénoménale, pour
pour des qualités humaines importantes qui, en groupe, ont contribué à faire de Simple Plan un band qui dure, qui va rester dans la mémoire de ses fans, bravo, c'est ce que j'ai à dire. Bravo, thumbs up, respect, et voilà. Fait que c'était mon mea culpa du jour à J'ai une idée. Merci de vous abonner à J'ai une idée sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, s'il vous plaît. Abonnez-vous à YouTube, à Spotify, Apple. Ça me fait immensément plaisir, mais c'est important aussi. On a commencé à avoir des partenaires éventuels parce que on peut avoir un présentateur de J'ai une idée. Donc, ça nous prend des abonnés pour être capable de continuer à vous offrir ce podcast-là. Donc, merci de vous abonner tout le monde. Puis, gênez-vous pas pour venir me donner vos commentaires puis l'envoyer à Simple Plan, ce podcast-là. Parce que c'est ça. Mais à coup de pas. Je l'assume. Merci beaucoup tout le monde. À la semaine prochaine.